La motivation que j'ai à prendre position contre les violences à caractère sexuel, c'est que je trouve qu'il y en a beaucoup. Quand on prend le temps d'observer, d'ouvrir les yeux, puis de vraiment s'attarder à ça, on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Puis on se rend compte que c'est beaucoup plus méconnu que ce qu'on pense. Les gens ont tendance à croire que ça n'existe pas ou les banaliser. Je trouve ça vraiment dommage. Puis je suis vraiment contente de prendre position par rapport à ça, de montrer que c'est inacceptable au sein de l'université. Évidemment, mes motivations personnelles et professionnelles pour vraiment prendre position contre les violences à caractère sexuel, ça va de soi. Je suis travailleuse sociale dans l'individuel et dans la profession. Et comme travailleuse sociale, eh bien, je suis mobilisée, je suis sensibilisée parce que dans ma pratique, au quotidien, ce n'est pas rare de rencontrer des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, de violences sexuelles. Et également, je suis bien au fait des conséquences que ces gens-là peuvent vivre. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de prendre position dans cette campagne contre les agressions à caractère sexuel? Ça l'est pour au moins deux raisons. La première a trait évidemment à mon engagement au sein de l'université, dans cette communauté, comme enseignant en travail social, donc particulièrement intéressé à toutes ces problématiques qui, en société, peuvent amener un certain nombre de ses membres à vivre des difficultés, des problèmes de santé mentale, bref, connaître une situation ou des vies plus ou moins faciles, ce qui peut les entraîner évidemment à consulter, à fréquenter les services de santé ou les services sociaux. L'autre raison pour laquelle je me positionne, c'est beaucoup plus intime cette fois, au-delà du personnel, c'est qu'effectivement, en tant qu'homme gay, lorsque j'étais au lycée en France, j'ai été victime de ce type d'agression et ça a été pour moi, je pense, une expérience douloureuse, mais qui aussi a été le déclencheur d'un certain nombre, je dirais, de réflexions qui m'ont amené à développer une forme de résilience d'une part, mais aussi à me dire que jamais plus je n'accepterai pour moi ou pour quiconque vivant une situation de cette nature, c'est-à-dire être en situation, là en l'occurrence d'être une minorité sexuelle dans les années 70, on va dire plus facilement opprimable, si je puis dire, à cette époque-ci qu'aujourd'hui, et certainement encore plus en France qu'ici. Donc je me suis dit jamais plus jamais ça. Et ça fait partie aujourd'hui de ce que je saisis comme opportunité d'apporter à la fois cet éclairage, mais surtout, je dirais, un témoignage qui m'amène à me souvenir de ce que ça a représenté dans ma vie, de la souffrance que ça a représenté. Je pense que maintenant, l'idée s'en vient de plus en plus implantée, mais il faut encore qu'on travaille dessus. Le consentement, en fait, c'est un oui catégorique. Il y a plusieurs manières de dire oui par la voix, par les gestes. Mais il faut absolument que ce soit sans l'ombre d'un doute. Si jamais on a un doute, il faut absolument aller vérifier auprès de la personne, il faut toujours le valider, parce qu'en plus que le consentement doit être dit ou montré, il peut toujours être retiré. Donc, même pendant l'activité, si la personne, ça ne lui tente pas, elle peut retirer son consentement. Oui, clairement, parce que le consentement peut être vrai au départ. Mettons, au début d'une soirée, qu'il se passe quelque chose, deux personnes se rencontrent, mais à la fin ou au début de la soirée, c'est pas la même chose non plus. Donc, je pense à ce niveau-là, le consentement, il doit toujours être posé avant que les choses aillent un petit peu plus loin, qu'il soit demandé puis qu'il soit validé. Justement, oui, parce que on peut changer d'idée, on peut s'arrêter puis décider que finalement, j'étais à l'aise il y a quelques minutes, là, je le suis plus, mais c'est important de le dire, mais aussi que l'autre personne soit capable de le percevoir puis d'aller valider, justement. Est-ce que la personne se sent bien quand telle situation se passe? Bien, dans le fond, je crois que c'est peu importe l'étape où on aborde, que ce soit un homme ou une femme, bien, dès qu'on veut avancer à une étape plus loin, mais il doit avoir un consentement. Donc, il y a une bonne communication qui doit se faire, puis aucune interprétation. Il n'y a aucune place à l'interprétation, dans le fond, dans le concept de consentement. Fait que c'est de valider les perceptions et les intentions pour partir sur des bonnes bases, puis après ça, évoluer dans cette relation-là. On fait porter la responsabilité de l'agression sur le dos de la victime, en fait, parce que c'est tellement facile, ça déresponsabilise totalement l'agresseur de faire ça. Les pulsions, on sait tous très bien que ça se contrôle, puis que c'est un choix et non un geste incontrôlé.
Les personnes qui ont tendance à rejeter la responsabilité des crimes sur la victime sont des personnes qui, en général, ont un manque d'éducation sur la question. Bien moi, je pense que profondément, c'est une autorisation qu'on se donne collectivement à perpétuer une forme d'oppression, mais qui est celle quand même d'un genre sur l'autre. Et ça, on doit effectivement travailler fort à conscientiser, travailler fort à prévenir, mais aussi travailler fort à promouvoir une féminité qui soit une féminité choisie, assumée, et aussi une masculinité qui soit choisie et assumée, qui ne soit pas forcément celle de nos pères, PIRS, mais aussi de nos pères, c'est-à-dire de nos aïeux. Je pense que ça part quand même de loin. C'est un peu avec la vision que souvent on a de la femme-objet, puis que la femme est objet de tentation, est tentatrice. Et c'est ce qui fait qu'on se dit, justement, qu'est-ce qu'elle portait? Est-ce qu'elle essayait de nous tenter? Qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce que, encore une fois, c'était tentant? Est-ce que ça nous encourageait à vouloir plus d'elle? Puis je pense que c'est aussi ce que veut pas, on apprend un peu aux jeunes. Par exemple, les jeunes filles, on va leur dire, tu sais, à l'école, là, il faut qu'on cache les épaules, il faut qu'on soit habillé d'une certaine façon, il faut faire attention quand on se promène dans la rue et tout ça. Et ça fait que, en vieillissant, on a encore la même opinion de la chose. Puis que ça fait que maintenant, c'est quelque chose qui peut être juste normal de demander à la victime, ben oui, mais qu'est-ce que tu faisais? Comment c'est arrivé? Pourquoi? Qu'est-ce que tu avais fait avant? Qu'est-ce que tu portais? C'est que ça arrive tellement souvent et qu'on en entend tellement parler qu'à un certain point, la société se ferme les yeux, là. C'est pratiquement de l'aveuglement volontaire, on choisit nos combats. C'est vraiment notre histoire, notre culture, notre éducation, et c'est quelque chose d'inconscient. Mais on est obligé de parler de banalisation, même si c'est difficile à entendre, que ça dérange les gens, parce que la banalisation, c'est une façon de se déresponsabiliser. Donc, il faut travailler à changer notre culture. Ce qui pourrait empêcher une victime d'aller chercher de l'aide serait justement de ne pas savoir à qui s'adresser, les ressources disponibles, ou simplement être trop gêné d'aller en parler à quelqu'un. Qu'est-ce qui peut être un frein majeur à la dénonciation? Je crois que, il y a beaucoup le sentiment de honte, de culpabilité qu'il va y avoir chez la victime, mais aussi le fait que c'est peut-être pas nécessairement quelque chose que tu crois que les autres personnes ont perçu ou qui ressentent la même chose que toi aussi. Donc, je pense qu'aussi, au niveau de l'acceptation sociale, ça peut être un gros frein. Il y a aussi l'aspect qu'il y a un manque de preuves aussi, c'est la parole de quelqu'un contre la parole d'un autre. Donc, je pense là-dessus, ça peut créer une hésitation au niveau de la victime, à savoir est-ce que mes motifs sont assez importants pour aller dans un aspect judiciaire là-dessus. Donc, autrement dit, on va évidemment, au nom de la présomption d'innocence, avoir tendance à douter de la véracité du témoignage de la victime. En tant que communauté, notre responsabilité face à un phénomène qui nous inquiète, c'est d'abord la dénonciation, mais aussi l'information sur le phénomène. En cas de doute, ça va être de dénoncer. Je pense que des fois, en tant que victime, c'est difficile d'aller reprendre la personne. Donc, le témoin, je crois qu'il est très important à ce niveau-là parce que ça va peut-être être à lui de jouer le rôle, d'aller questionner, de savoir est-ce que la victime, est-ce que tu étais bien, est-ce que tu étais correct quand il a fait ça ou de prendre part un peu à ce qui s'est passé puis pas juste laisser ça comme tel. Aussi, justement, je pense que si la victime est capable de dire qu'elle s'est sentie mal à l'aise, les acteurs autour, ils ont quand même un rôle à jouer, de recadrer, d'enlever un peu la tension, puis d'aller valider à l'agresseur, c'est pas correct ce que tu as fait, excuse-toi. Une personne survivante de l'agression sexuelle court le risque essentiellement de sombrer dans l'isolement, dans l'agressivité, vivre dans une honte permanente, en voyant son agression dans le regard des autres. Et il y a aussi le stress qui peut conduire à l'abandon des cours. C'est sûr qu'elle va garder en quelque sorte des séquelles, si on veut, puis elle va toujours
y repenser, puis peut-être même s'isoler, avoir de la difficulté à se concentrer justement sur l'école, des choses comme ça. Puis peut-être une tendance aussi à justement culpabiliser alors qu'il ne faudrait pas. Puis ça peut avoir même des répercussions, je pense, sur la vie sexuelle de la victime en quelque sorte. Et au contraire, il peut y avoir des victimes qui se sont tellement senties dépossédées de leur corps que maintenant, ben, c'est un peu comme si leur corps leur appartenait plus, puis que peu importe ce qui arrivait avec lui, ça les dérange pas. Donc, il peut y avoir différentes sortes de façons de réagir. Évidemment, ça bouscule quelqu'un, ça peut nuire à sa motivation, c'est un fait. Mais plus que ça, une personne est bousculée, bouleversée, ça peut mettre son trimestre en jeu. Les impacts peuvent aller jusqu'à aussi un stress post-traumatique. La personne peut avoir un stress intense suite à des violences à caractère sexuel. Donc, c'est assez sérieux les impacts qui peuvent avoir lieu sur le projet d'étude. Si je remarquais un ami qui agissait de façon répréhensible, qu'est-ce que je ferais? Bien, la première réaction que j'ai en tête présentement, c'est que je me dis, ben j'aurais pas d'amis qui va agir de façon répréhensible. Puis je pense que c'est la pire façon de penser parce que non, justement, tout le monde peut agir de façon répréhensible, même les gens qu'on aime ou qu'on connaît bien. Donc, je crois que d'abord, je discuterai avec cette personne-là, si c'est possible. Puis, sinon, je pense que j'aurais pas le choix d'en parler à quelqu'un qui peut intervenir. Dans la prochaine année, en fait, le Majucac, avec moi en grande partie, on va organiser et participer à plusieurs activités sociales. Là. En premier, la Coupe des associations qui va durer toute l'année. Il y a les deux gros festivals là, qui sont le Novemberfest au mois de novembre et le Festival étudiant du mois de mars. On a également les 2 PU de début et de fin de session. Donc, on a 4 gros PU à organiser. C'est sûr que c'est des événements sociaux qui amènent énormément de personnes et auxquels on nécessite beaucoup de surveillance également. Les gens du bar, le personnel, la sécurité sont bien formés et il y a des intervenants et intervenantes de milieu qui font de la prévention, de la sensibilisation pour éviter les agressions à caractère sexuel et il y a tout le personnel qu'il faut pour assurer la sécurité et accompagner, si jamais ça a lieu, une personne qui vivrait cette situation. La méthode Angelo Barcac, c'est un nouveau programme qu'on vient d'instaurer. Donc, ça consiste en fait en un système de protection d'une personne qui pourrait se sentir en danger ou qui éprouve un malaise à être dans l'établissement. Donc, ça consiste à simplement aller se commander un Angelo Bar et ça va te permettre, pour la personne qui ne se sent pas bien, d'avoir un appui de la part du staff du bar. Donc, on va pouvoir amener la personne dans un endroit sécuritaire, lui appeler un taxi ou lui trouver les ressources nécessaires si jamais il y a réellement un problème. Et tout ça dans le pur anonymat. Donc, on ne lui demandera jamais son nom ou on n'ira jamais dans les questions intrusives, là, comme qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce qui s'est passé. On va toujours rester dans son respect, puis le but, c'est de la faire sentir en sécurité. Sur ce sujet-là, c'est important de mentionner que ça ne sera jamais un prétexte, une excuse, surtout pas devant la loi, que de dire qu'on a abusé de quelqu'un, on a fait une violence sexuelle parce que soi-même on avait trop bu. Ça ne justifie en rien le comportement. Parce que tant que les deux parties ne sont pas d'accord, ça ne marche pas. Parce que tout simplement, sans oui, c'est non, quoi.